François, bon, les carnets, on est lundi, on se fait un petit peu de vrac, les choses en désordre, des choses qui ne justifient pas qu'on en parle 20 minutes, mais quand même. Ah, par quoi on commence? Tiens, ben, l'autre jour, j'avais parlé de H.P. Lovecraft dans L'Abîme du Temps, et j'avais dit, si j'ai plus de 20 commentaires, eh ben, là, des petits poches, je gagne toujours un peu d'avance, surtout... Je les achète moi-même, attention, hein, mais c'est pas cher, ils sont vendus 6 balles, on les trouve partout. C'est pas du tout une rareté, c'est juste pour se faire plaisir, parce que j'aime les offrir. Mais là, c'était différent, c'est-à-dire, je vous explique dans la vidéo pourquoi dans l'abîme du temps, et que j'avais raconté plein de trucs dessus, et je me dis, 20 commentaires, est-ce que c'est que tu as besoin d'exister? C'est pas comme ça, c'est le fait que ce qu'on fait là avec ces carnets, on le fasse ensemble. La personne tirée au sort, ça y est, elle a été prévenue, ça part demain au courrier. Et pareil, j'avais mis un petit système de sponsoring. Pardonnez-moi, mais c'est vrai que c'est toujours là, un petit micro, puis des trucs, et puis on propose des machines. Non, je pourrais pas, j'ai pas le temps, c'est trop important, c'est car il n'y a aucun regret. Et alors, ce truc sponsoring, j'avais dit, ok, mais dans ce cas-là, vous choisissez un livre, là, dans ma collection de petits livres reliés, et je vous l'envoie. Eh oui, mais quand vous achetez, là, sur la boutique, moi, j'ai pas l'adresse de la personne. Alors, évidemment, vous téléchargez un petit PDF. Dans le PDF, c'est marqué renvoyer ce PDF à l'adresse bon-livre.net et dites-moi le livre qui est de votre choix. Et là, c'est avec plaisir. En plus, pour vous inscrire à la lettre hebdo, on l'envoie une fois par semaine, la lettre hebdo. Justement, c'est une manière aussi de s'y repérer ce qu'il y a, ce que j'ai fait, bricoler, les trucs des vidéos. C'est toute la veille internet, ce que j'ai lu, etc. C'est vraiment un de mes boulots les plus chouettes à vivre, cette lettre du dimanche matin. Abonnez-vous! C'est rien, c'est accès libre, gratuit. Juste aller sur le Patreon, pof, abonnement gratuit, et vous recevez la lettre, c'est automatique. Mais les gens, là, qui le font par sponsoring, et super gratitude, ça, franchement, c'est pas du luxe. Eh ben, si vous m'envoyez pas votre adresse et le choix du livre, moi, je peux même pas savoir qui m'a soutenu là sur le site. Allez, déjà, ça fait 2 points là dans le vrac. Troisième, c'est une confession. Alors, Saint-Augustin aussi s'est confessé, il n'y a pas de honte. Hein. Mais ce Commonplace Book, ça fait quand même plus de 5 ans que j'affine, que je trouve encore des trucs, que je m'étais gouré sur ci, que je m'étais gouré sur ça. C'est tellement pas évident, parce que c'est du déchiffrage, c'est sibyllin, c'est des allusions. Mais en plus, quand on l'a repris là, de ma propre collection pour le sortir en poche là, chez Point, eh ben, ça a été encore toute une révision, une lecture. Et puis, c'est page 106. Alors, merci Dominique Kellen. Vous connaissez peut-être Dominique Kellen comme auteur. Dominique, alors, c'est super message sympa. Il me dit, en reprenant ton Commonplace Book, tu le reprends, mec? Waouh, chapeau. Ben oui, mais en même temps, c'est un petit peu culte, ces trucs. C'est-à-dire, tu te penches là sur de petites figures celtiques vertes, déterré dans un ancien marécage irlandais, et tu te penches sur l'histoire là, en 2 lignes, et puis tout d'un coup c'est tout un imaginaire qui vient, et dans lequel tu reconnais des choses dans lesquelles tu as passé, soit dans tes rêves, soit dans des histoires. Une bizarre blessure apparaît soudainement et sans cause apparente sur la main d'un homme, ça grandit, conséquence. Ouais, mais voilà, page 106. Alors il me le dit gentiment, vraiment, merci Dominique Kellen. La phrase anglaise, elle est claire. Maintenant, phrase not nature to our grass as the ranch rock that is. Tu vois, c'est des guillemets, puis ensuite il écrit pater, Renaissance, entre parenthèses, Da Vinci. Et moi j'avais toujours gardé ça. Ce pater, Da Vinci, Léonard de Vinci, père de la Renaissance. Ah ouais, j'ai traduit pater et j'ai mis père. Ce qui me dit Dominique, mais ce serait pas plutôt Walter, Peter? Alors évidemment, il suffit de chercher après, même là sur les banques de téléchargement, là dans le vrac, peut-être je vais en parler aussi, tu cherches
Walter Pater, et évidemment ce livre c'est un classique, c'est sur l'art, la Renaissance, je l'ai téléchargé en anglais, il suffit que tu rentres là, tu as le PDF ils sont cliquables, indexés, tu rentres tu fais pomme F, paf, tu cherches grotesque et tout de suite tu trouves la citation et effectivement elle est dans le chapitre Léonard de Vinci, puis je me suis dit non, c'est pas juste, c'est plus grave que ça, tu comprends ce truc là, comment tu vas rattraper, comment tu vas alors je me suis dit, tout d'abord, Walter Pater, essai sur l'art et la Renaissance, je me l'achète en français. Ben ouais, ça se trouve. Alors évidemment, d'occasion, ça aussi je le trouvais. Alors évidemment, d'occasion, et ça aussi je vais en parler. Mais là, dans ce cas-là, c'est l'édition Klingsik. L'édition Klingsik, c'est la plus belle, c'est la plus fiable. Et celle-là, oui, je l'ai payée, mais rien, quoi, quelques euros sur... Et évidemment, tu t'aperçois qu'il y a un beau plastification bibliothèque. C'est discret, il n'y a pas trop de tampons, mais il y a quand même, là, c'est marqué bibliothèque de Rouen et avec un petit tampon encore sorti des collections. Déjà, au moins, eux, c'est pas un gros truc rouge, et la page, elle est marquée, c'est comme en gravure, là. Rouen. Bibliothèque, attendez que je regarde, bibliothèque de l'université. Alors, étudiant de Rouen. De toute façon, vous avez Yvan Leclerc, tout le fond Flaubert, etc. Étudiant de l'université de Rouen. C'est plus la peine que vous vous intéressiez à la Renaissance. La bibliothèque de l'université de Rouen a mis sortie des collections sur Walter Pater, essai sur l'art et la Renaissance. Et pourtant, ce livre, 1887, là, je suis dedans depuis 3 jours. Je me dis, mais c'est tellement beau, c'est tellement fort. Et effectivement, plein de fois, je pense à H.P. Lovecraft. Alors, dans le chapitre Léonard de Vinci, c'est facile, la leçon moderne des vieux maîtres. Et le chapitre qui lance l'introduction s'intitule « Que tout art soit musique ». Tu prends n'importe quel art et tu cherches à l'exprimer en tant qu'invention, interprétation, composition, travail en soi, au-delà de soi, de la musique. Et t'as 5 pages là, que tout art soit musique. Oh, j'en suis baba. Alors là, évidemment, Lovecraft et la musique, c'est pas ça. Donc là, mais par contre, dès que tu arrives après, les leçons des vieux maîtres, tu as ce chapitre Léonard de Vinci. Et dans ce chapitre Léonard de Vinci, cette phrase, alors elle est là, attendez que je la retrouve. Il parle de Dante, de Léonard de Vinci, dans ses dessins caricaturant Dante. Et il écrit « Des légions de grotesques grouillent sous ses doigts. La nature n'a-t-elle pas aussi ces grotesques, le roc déchiqueté, les projections déformantes du crépuscule sur les routes solitaires, le dépouillement de la forme humaine dans l'embryon, virgule, dans le squelette, point d'interrogation. Ce fourmillement de caprice est concentré dans la méduse des offices, etc. Il y a 2 pages extraordinaires sur le visage de la Joconde et où de Vinci est allé les prendre dans les dessins de son vieux maître, hein. Formidable. Mais vous voyez, cette phrase-là, d'un livre qui, effectivement, là, Lovecraft, le Commonplace Box, 1919 à 1934, c'est notes, hein, et peut-être une note sur 10 qui est, dont il nous cite la source comme étant une citation, de Hawthorne par exemple. Eh bien là, cet essai, Walter Pater, essai sur l'art et la Renaissance, voilà la phrase qu'il y a à relever. Allez, point 2. Point 3, ben après c'est très secondaire. Je reçois un mail très gentil, une étudiante en 5e année d'école d'art, pas une des nationales,
territoriale, comme on dit, qui n'a pas aucune importance. En province, je ne dis pas quelle, mais bon, des étudiants qui font leur mémoire là, en 4e année pour le DNSEP. Et c'est même une chose que je lui ai dit. Moi, j'ai plus d'archives là, de ces 6 ans passés à Cergy, qui était à l'École nationale supérieure, mais ce que j'ai gardé, la seule chose que j'ai gardée, c'est les mémoires d'étudiants, étudiantes, les mémoires que j'ai suivies, et qui sont pour moi des choses fabuleuses, éclatantes, lumineuses. Et c'était un des grands plaisirs. Alors que des fois, mes collègues vont dire, les mémoires, encore les mémoires, franchement, ça nous embête, les mémoires. Non. Et elle avait décidé de travailler sur les liaisons fiction et art à travers des commandes de textes faites, je crois que c'était le FRAC Aquitaine, je mettais rapport, et puis le MACVAL, le musée de Vitry, qui avait fait alors c'est une toute petite collection avec un papier très épais, presque cartonné, le format là, ça a hyper bien tenu, alors que si je ne me trompe pas, c'est une expérience qui date de 2008, et c'était vendu 3 € à la boutique du MACVAL. Il se peut que ça le soit toujours, qu'il soit toujours en stock, et donc quand on m'avait demandé de travailler sur une œuvre de Kuntzel, Kuntzel, et si vous cherchez Kuntzel là sur Tiers-Livre, vous trouverez du premier coup et le texte et des photos que j'avais faites là dans ma journée de repérage. Et bon, c'est très simple. Et elle me demande si je veux bien si j'accepte un entretien, qu'est-ce que je préfère comme forme. Bon, moi je dis ok, mais téléphoner, moi j'aime pas, on peut se faire un Zoom. Alors, on se fait le Zoom, ça m'a surpris parce qu'elle était juste avec son... Là, bon, de toute façon, il fait beau, là, je ne vais pas dire la ville, j'ai dit. Mais elle était là, elle marchait dehors avec son téléphone. De temps en temps, elle s'arrêtait, elle semblait gribouiller des notes sur tout petit truc, mais quand tu as un téléphone d'une main et que tu gribouilles des notes, qu'est-ce qu'elle va se souvenir de notre entretien? Après, je lui ai dit, si vous voulez, le Zoom, j'ai enregistré, demandez-le moi. Bon, elle ne me l'a pas demandé, donc ça c'est... Bon, tout d'un coup, après, tu te reprends encore un autre truc, tu te dis, oh là là. Mais combien de fois tu as ces expériences-là? Tu prends du temps là, pour même pas forcément les écoles d'art ou des masters, etc. Et puis, plus de nouvelles. 0 nouvelles. Je pourrais décliner les exemples. Alors, résultat quoi? Tu deviens un peu méfiant. Alors là, bon, ça tombe bien. École d'art, tu te dis tiens, pourquoi pas. Puis en plus c'était un choix moi qui me surprenait. Kuntzel c'est un artiste qui était mort, et c'est une installation avec une grosse machine analogique avec toute une longue pellicule 35 mm qui prend des chemins très bizarres avec un film pour faire un film qui dure 50 minutes, mais quand même avec cette pellicule qui tourne en boucle. Donc vous voyez tous ces trucs là que le numérique a balayé. Et sur la question de la peau qui peut même être artificielle et tout ça. Et moi j'avais découvert évidemment cette œuvre à ce moment-là. J'avais fait une journée de repérage au MACVAL, ce qui n'est pas simple pour moi parce que même si Jacques Ripaud était encore vivant, moi le MACVAL je l'ai visité avant l'ouverture, tout vide, à part juste des toiles de Monory qu'ils avaient mis là pour essayer les lumières, les emplacements. Le fond Monory du MACVAL était en place, mais tout le reste était emballé parce que Jacques Ripaud, l'architecte, c'était un ami proche, et on avait fait la Villa Médicis ensemble. Donc c'est pas un rapport simple. Mais ensuite, la fiction. C'est-à-dire, on te dit pas de faire un texte sur un artiste, on te dit écrivez quelque chose qui se lise comme une fiction, qui soit une fiction, mais avec au centre cette idée de l'œuvre. Alors moi, il y a plein de choses, c'est mélangé j'ai toujours eu envie de travailler, par exemple, sur l'intérieur des théâtres. Ça m'était arrivé dans mon livre Impatience, un peu plus tôt. J'ai toujours eu une tentative aussi, par exemple le film Parking,
quelque chose qui se passe dans un parking vide la nuit avec juste les caméras de surveillance. Donc je ne m'étais pas écarté de moi-même, j'avais pris des dispositifs comme ça. Je pensais aussi à la Défense, une grande salle souterraine avec cette espèce d'énorme machine là, et puis simplement personne n'a le droit de venir la voir et encore moins de la photographier. Bon, on m'a permis de traverser cet espace. Alors tout ça, ça a donné ça. Ça a donné ce texte. Alors je ne sais pas combien c'est de signes, donc je crois que c'est dans les 20 000 signes. Après, c'est eux qui ont réalisé l'accompagnement graphique. Je crois qu'il y a eu au moins une dizaine d'auteurs invités. Voilà. Et à un moment donné, cette étudiante me pose une question. Et depuis, ça n'a pas cessé elle me dit, mais d'avoir cette commande du Macval, d'avoir, bon, quand même, ça fait 40 ans que j'ai publié mon premier bouquin. Bon, ouf que des partenariats avec des musées, des commandes pour des catalogues de Philippe Cognier à Jacques Villeblé et à Koichi Kurita et plein d'autres, Gaston Chessac, le tout premier, ou Elion. Et puis les musées, tout le temps on les traverse, on vient y travailler, mentalement, on vient se travailler soi devant les œuvres. Donc c'est une sorte de pays aussi, j'allais dire, naturel que... là où il y a des livres, des bibliothèques, même si j'ai des années que je ne vais pas en bibliothèque. Et elle me dit, mais est-ce que ça a boosté votre carrière en 2008 c'est-à-dire déjà presque un quart de siècle après mon premier livre, parce que tu aurais un petit truc comme ça. Alors je suis parti dans un éclat de rire. Puis après, j'ai pas répondu. Après, je me suis dit, mais comment, justement, même là, dans la politesse des gens qui t'invitent, bien le truc de dire, on invite un artiste à écrire sur un artiste, on est à 3 à égalité. Celui qui écrit, là, il s'agissait de quelqu'un récemment décédé, et puis le musée. Et donc c'est quelque chose qu'on signe ensemble, et a priori c'est plutôt le musée en requérant, non pas une signature, mais en requérant la présence d'un travail, parce qu'on sait à qui on le demande, on affirme plutôt soi-même à travers le travail de l'autre. Voilà, c'est tout. C'est juste que cette question, j'aurais pu répondre avec insolence. Enfin, madame, c'est moi qui booste le Macval avec ma petite plaquette. Non, je n'allais pas dire ça. J'allais pas dire ça comme ça. Vrac. J'avais appelé ça miscellanée. Les premières que j'ai faites en vrac. Comme ça, j'ai pas besoin en fait de ce mot vrac. Ça me convient mieux. Pas mal d'articles en ce moment là sur les bouquins qu'on achète d'occasion. Et en particulier, là, tout d'un coup, je sais plus quel truc gouvernemental qui dit est-ce qu'il faudrait taxer les ventes d'occasion. C'est-à-dire que si on installe une taxe là et qui pourrait ensuite être affecté, alors évidemment ce ne sera pas le CNL, ça va passer par la SOFIA, des tas d'intermédiaires, et puis ensuite elle servirait à quoi? C'est-à-dire que toi, alors regardez par exemple le droit de prêt en bibliothèque, toi tu touches chaque année 3 clopinettes, et encore, par contre, comme les droits c'est à égalité éditeur-auteur, si un éditeur il a 800 fois la même somme que toi individuellement, parce qu'il a 800 auteurs dont les livres sont dispatchés dans les bibliothèques, évidemment pour lui ça compte et pour toi non. Et c'est pas un truc contre les éditeurs, alors pourquoi pas à la limite que cette taxe, comme la taxe sur la photocopie, la taxe sur la copie privée, ils appellent ça la taxe sur quand tu achètes une clé USB, les supports, les stockages de mémoire, alors que de toute façon maintenant on passe dans le cloud, etc. Et taxe. Alors, donc cette taxe, alors peut-être qu'elle pourrait être passée de la SOFIA au CNL, qui tous les ans aurait telle somme à redistribuer aux auteurs méritants ou aux vieux auteurs. La SCAM, bravo, le truc des documentaires. Eh bien, tous les ans, parce que j'ai atteint les 70 balais, il y a 1500 balles qui viennent, soutien aux auteurs âgés,
Waouh, merci du Père Noël. Et puis, oh, l'accepte très très humblement, aussi naturellement que maintenant, pour tiens, d'une intervention ici. Non, va donc voir un tel. Tiens, on voudrait faire un atelier, etc. Va donc voir un tel. Et justement, l'importance de ces carnets est de pouvoir y donner du temps. Je reste là dans mon activité intellectuelle, physique aussi, parce que tu transpires dans ces machins. Et puis, le droit, enfin, là, de vivre un peu dans les livres, alors que les copains que je vois s'échiner. Alors, évidemment, cette question, se dire, un livre à toi qui est vendu d'occasion, tu touches rien. Ben oui, mais la question, est-ce qu'elle est là? Moi, j'ai passé ma carrière, comme disait l'étudiante avec son mémoire, avec des livres, je pense, moyennes, Bob Dylan, Daewoo, etc. Des livres, si tu vendais, disons, entre 12 000 et 18 000 exemplaires, ouais, tu étais un écrivain moyen, ouais, tu étais un écrivain moyen. Des fois, tu as fait plus, ouais, j'ai fait Rolling Stones, biographie. Pour moi, c'est mon livre de littérature numéro 1. C'est pas un truc là d'utilité commerçante, etc. Et t'as des trucs qui ont moins bien marché, ben ouais, par exemple, Proust est une fiction aux éditions du Seuil, ben, franchement, ça n'a pas été trop un succès de librairie, mais pour moi, qu'est-ce que c'est important? C'est à la même niveau d'égalité. Simplement, ce qui s'est passé, je dirais, depuis 10 ans, 10-12 ans, la courbe de Gauss, c'est-à-dire tu vendais première sortie d'usine, premier VIV 82, hop là, 4500 exemplaires. Je me souviens par exemple Jean Echnoz, quand il a eu le Médicis, il a vendu 30 000 exemplaires, je ne sais plus quoi, de l'équipé Malaise ou de Cherokee, l'un des deux, peut-être Cherokee. Et maintenant, un Médicis, hop là, ça grimpe à 100 000 peut-être. Ouais, mais il y a peut-être 10 livres, et tu le sais, à la rentrée d'octobre, au bout de 10 jours, tu sais quels sont ces 10 bouquins qui vont avoir cette espèce de pic. Et puis tous les autres, raplapla par terre. Donc nous, avec ce truc moyen, une fois tous les 2 ans, tu revenais à l'éditeur, tu sortais un livre, et ben, tu pouvais te débrouiller entre-temps, un peu de radio, un peu de docu, un peu... les ateliers d'écriture, c'est autre chose. J'ai toujours considéré ça comme ne devant pas intégrer là, la ciboule, c'est pas du gagner de l'argent, tu comprends, sinon t'es foutu. Et c'est différent pour pas mal de copains qui font ça aujourd'hui. Tu fais une résidence, faire des ateliers, etc. C'est pas ça. Mais donc pour moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'achète en occasion? Est-ce que j'achète en occasion un livre pour le payer un peu moins cher? C'est pas ça. Là, le Walter Peter là, que je viens d'acheter, mais ça grouille là dans mes trucs. Les commandes là, à qui? À Recycle Livre, à Momox. Pourquoi? Parce que ces entreprises déclarées d'utilité sociale, je ne sais pas le terme exact, mais c'est ça. Et encore, je ne sais pas quand ça a commencé ce truc, peut-être 7-8 ans maintenant, ça commence à dater, mais les bibliothèques qui faisaient du désherbage n'avaient pas le droit. C'est des livres achetés sur des trucs de marché public. Il fallait les détruire. À la limite les donner, mais tu donnes pas comme ça des trucs. Et ces entreprises, donc, reconnues d'utilité sociale, tout d'un coup, retrouvent là un stock gigantesque qui maintenant est alimenté en permanence de livres qui viennent des déstockages, des désherbages des bibliothèques. D'où ce petit tampon, là, sorti des collections. Oui, mais dans le domaine contemporain, cherche où ils sont, toi, tes livres. Bon, là, je prends par exemple les Verdier, et tu cherches dans combien de librairies en France ils sont présents. Évidemment, non plus du tout. Donc tu peux commander mes livres en librairie. Mais comme de toute façon, c'est tellement, dans ce cas-là, tu passes par le web. Et le livre, il t'arrive chez toi, et c'est un livre parce que tu en as besoin que tu le commandes. Et là, évidemment, et le désherbage des bibliothèques, là, regardez, c'était il y a 15 jours, j'avais acheté tout ce que j'avais trouvé, là, des temps machines désherbées de bibliothèques. Puis pareil, j'en ai offert 2, là, à de mes abonnés ou des gens qui s'étaient signalés sur la vidéo. Au moins sa vie, je prends en charge ça.
C'est quoi le problème pour nous? C'est qu'on a signé des droits d'auteur alignés sur la propriété intellectuelle, dérogation accordée à l'édition par rapport aux contrats commerciaux qui sont 10 ans renouvelables par tacite convention, là encore, choses comme ça. Et ceux qui passent par des agents, eux, c'est 10 ans. Puis au bout de 10 ans, on renégocie ou on reprend. Ben ouais, mais tous ces éditeurs qui gardent 20 ou 30 exemplaires pour que le livre, soi-disant, soit disponible sans jamais lever le petit doigt. Là, tu reçois les droits d'auteur, tu as des petits trucs, 3,85 €, 6,85 € pour la diffusion annuelle. Mais ouais, mais toi, pourquoi moi je les réédite? Pourquoi je les réimprime? Pourquoi j'ai fait ce tiers-livre éditeur? Justement pour me réapproprier, là, ce qui pour moi est... J'allais dire ma chair, mon sang, c'est une métaphore beaucoup trop facile, mais j'y tiens. Mais en tout cas, que sur des livres vendus à 3 ou 4 €, mais qu'en tout cas sur des livres vendus d'occasion 3 ou 4 € parce qu'ils viennent de désherbage des bibliothèques, on rajoute une taxe de 5%, comme il y a déjà la TVA à 5%, et qu'on réattribue ça au CNL pour la redistribuer, de toute façon toujours aux mêmes auteurs, tu penses? Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, sur quel principe on va pas faire ça au titre à titre, et puis avec toute une comptabilité auteur par auteur, quand il s'agit de recycler le livre ou de Momox, on travaille en gros. Mais aller chercher un auteur aussi important que Jean-Loup Trassard, vous le trouverez où? Sinon, sur Recycle le livre. Donc c'est ça le truc. Et maintenant, je pense que pour moi, c'est une réponse typiquement franchouille, typiquement bureaucrate, et c'est pas comme ça qu'on apprend nous à travailler. Moi, le truc qui me chagrine, le truc qui me peine, c'est en quoi là où tellement il faudrait apprendre à réagir avec l'économie créative. Pourquoi si peu d'auteurs ont encore des Patreons? Si on a tous des Patreons, vous allez vous abonner à 10 Patreons? Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien en avoir une dizaine. Mais on apprendra à travailler autrement, avec des réseaux de Patreon, avec des trucs d'échange d'accès, et on va la trouver, cette économie créative. Simplement, moi, j'invite des auteurs à faire des rencontres. Envoie-moi, mets bien le SIRET sur la facture. Ah, j'ai pas de SIRET. Mais on en est là. C'est les auteurs qui n'ont pas dans la tête qu'on est passé à une nouvelle ère. Là, en 1 an ou 2 ans, il y a encore 2 ans, il y avait des actions menées à supprimer les sites, les plateformes pirates. Puis hop, ils étaient interdits d'IP, etc. Puis ça renaissait ailleurs. Et là maintenant, ils peuvent même plus. Ces plateformes, elles sont en miroir pour tous les trucs académiques. L'autre jour, je voulais me faire un EPUB, Gaston Bachelard, avoir un document numérique avec l'ensemble des Bachelards. J'ai fait ça en 20 minutes. Tu vas là sur n'importe quelle plateforme télécharge, parce que même en haut, ils te disent nous sommes en miroir de un tel, de un tel, de un tel, de un tel. Donc on peut même plus les supprimer. Alors Bachelard, d'accord. Mais j'ai un Modiano complet, un Grac complet, un Michaud quasi complet. Mais le Michaud ou le Grac, leur éditeur, ne veut même pas faire de version numérique. Mais moi, c'est pas la question de disposer du texte ou de disposer d'une valeur marchande. Je les ai, les livres. Je les ai en édition simple. Je les ai en Pléiade. C'est pas la question de ça. J'en offre des Gracs tout le temps. C'est la question de dire, si je veux retrouver tel lieu, tel truc, telle allusion, tel auteur, tel machin, tout ça, et hop là, avec mon outil numérique, j'en ai besoin de ce truc-là. Ou les lieux, les rues de Paris et les bars, chez Modiano, je m'amuse comme un dingo avec ça. Et donc ces plateformes, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, c'est que, tiens, par exemple, le dernier Volodine, tu crois que tu as besoin d'attendre qu'il soit en librairie? Non, tu as le PDF imprimeur qui est déjà sur la plateforme avant qu'il sorte. Alors d'où ils viennent ces PDF? Ils viennent de la chaîne du livre. C'est des trucs qui ne circulent qu'entre l'éditeur et l'imprimeur. Or, ils se retrouvent sur les plateformes de télécharge. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et alors là aussi, pour moi, le truc, c'est que là, je suis en train de gamberger sur un auteur. Tiens, par exemple, là, j'ai lu un livre très troublant, là, une fille qui s'appelle Gaëlle Obiegli, parce que je l'ai entendu en vidéo dans une interview, et puis j'ai entendu faire une lecture là, de son dernier livre. Il y a Hélène Gaudy aussi attention, il faut le lire là, sans valeur. Il faut lire là, je suis en train de lire Totalement Inconnu.
Mais tout d'un coup, pour comprendre qui c'est Gaël Pigli, j'achète un paquet de 20 livres, bah non, je lis celui-là, et puis c'est ça le décalage. C'est-à-dire que sur un auteur maintenant qui n'est pas piraté, c'est presque louche. Donc tu vas sur le truc adresse téléchargement, tu cherches au Bibli, et puis bah là j'en ai 6. Alors, est-ce que je les lis? Est-ce que je trompe? Est-ce que je vole? Non, ça me permet de regarder d'où vient ce livre par rapport à ce qu'il y a avant, comment... voilà, ça... j'arrête le vrac. Tu vois, c'est pas des réponses, c'est pas du militantisme, c'est pas des revendications, c'est juste là des sacrées questions. Sauf que c'est pas avec les taxes qu'on va résoudre ça. Allez, à demain, on reprend les carnets pour leur usage normal.